Ladies and gentlemen, it's time for the opening lecture. Time is limited. So this moment is special, so we might be short in seats. We have some seats left there for VIPs. But, you know. Ça n'est pas un problème pour les jeunes. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire quelques mots sur notre invitée, Madame Dame Rosalind Higgins. Je vais la présenter et ensuite je lui donnerai la parole. De 2006 à 2009, elle a présidé la Cour internationale de justice, dont elle fut un membre de 1995 à 2009. Et personnellement, j'aimerais dire que la première fois que j'ai comparu devant la CIJ, c'était devant un collège de juges présidé par Rosalind. Et je me souviens qu'elle était très, très gentille. Et ça a fait toute la différence. Elle a été la première femme à présider la CIJ. Elle a étudié à l'université de Cambridge. Et elle a étudié d'ailleurs avec Hisashi Owada, juge également. Entre ces deux diplômes de l'université de Cambridge, Rosalind a passé un certain temps aux Nations Unies en tant que boursière et c'est à ce moment-là qu'elle a développé son intérêt pour le droit international. Après Cambridge, elle s'est rendue à l'université de Yale et a publié son premier ouvrage, The Development of International Law Through the Political Organs of the United Nations. Elle rentra ensuite au Royaume-Uni et commença à travailler au Royal Institute of International Affairs et a rédigé d'autres ouvrages, notamment sur le maintien de la paix des Nations Unies. Elle est devenue professeure à l'université de Kent et à la London School of Economics et a enseigné également à Yale et Stanford. En 1985, alors qu'elle enseignait encore, elle est devenue membre du Comité des Nations Unies sur les droits de l'homme, qui préparait le pacte pour les droits civiques et politiques et a continué à y travailler jusqu'en 1995 où elle est devenue membre de la CIJ. Elle a travaillé à la Cour, a développé les méthodes de travail de la Cour. Elle est toujours active et lorsqu'elle est revenue, lorsqu'elle a terminé son travail à la Cour, elle est devenue présidente du British Institute of International and Comparative Law et elle a continué à publier un certain nombre d'ouvrages, dont Oppenheim United Nations Law. Elle a travaillé également sur les problèmes et les processus et elle a publié 2 autres volumes, Themes and Theories. Et bien entendu, elle a publié dans le recueil des cours de l'Académie, puisqu'elle a donné des cours ici. Merci beaucoup, Madame Higgins, de bien vouloir nous faire cette conférence inaugurale en ce 100e anniversaire de l'Académie. Vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues et amis, je vois de nombreux visages connus ici et mesdames et messieurs, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'une institution pédagogique, 100 ans après sa création, attire autant de soutien et d'appréciation, pas seulement du monde universitaire, mais également du monde de la diplomatie, de la politique et du monde judiciaire. La présence d'un tel auditoire ce matin témoigne de ce que signifie l'Académie de la Haye pour nous tous. Donc, merci à tous de votre présence en cette occasion, qui est une commémoration en effet, et qui marque le début de ces cours pour ce 100e anniversaire. Et vous comprendrez qu'après ces quelques mots d'introduction,
je m'adresse essentiellement aux étudiants qui démarrent leurs 3 semaines à La Haye. Donc, c'est un véritable plaisir pour moi que de vous accueillir à cette inauguration de la session 2023 de droit international public de l'Académie de La Haye du droit international. Ces sessions ne sont pas pour les débutants. Pour être admis à l'Académie de La Haye, vous avez dû démontrer que vous êtes déjà bien familiarisé avec le domaine du droit international et que vous avez connu de belles réussites et que vous avez le potentiel de vous démarquer d'autres candidats. Donc, félicitations d'avoir pu être recruté ici et vous inscrire pour l'Académie de La Haye. Vous apprendrez beaucoup et vous ferez des amitiés qui dureront tout au long de votre vie. Vous passerez de très bons moments. Vous aurez déjà constaté qu'en plus des cours, vous pourrez suivre des séminaires, des manifestations culturelles, des manifestations sociales et bien entendu la fête sur la place de Scheveningen si le soleil continue de briller, ce qui semble être le cas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui vous a mené ici? Chacun d'entre vous a ses raisons de vouloir assister au cours d'été 2023. Peut-être vouliez-vous entendre et rencontrer les éminents professeurs qui viendront ici vous donner cours pendant ces 3 semaines. Le professeur Sicilianos qui assurera le cours général pendant les 3 semaines et les autres professeurs distingués qui chacun vous présentera un thème donné pendant une semaine. Puis vos directeurs d'études qui sont également ici présents et qui vous accompagneront pendant les 3 semaines et dirigeront les sessions d'études et prépareront un certain nombre d'entre vous pour l'examen du très convoité diplôme de La Haye en droit international. Ou ce sont peut-être les thèmes qui seront couverts par ces éminents personnages qui vous ont attiré ici cet été. Le désarmement, le droit non contraignant, les conflits armés, les relations entre le droit international et national, le postcolonialisme et le droit. Autant de thèmes intrigants et intéressants. Mais peut-être ne saviez-vous pas que vous alliez assister à un cours d'été très spécial, car nous marquons la 100e année de cours de l'Académie de La Haye de droit international. Ainsi, je me suis dit que je n'allais pas vous parler d'un thème spécifique du droit international, mais plutôt de la façon dont fonctionne l'Académie de La Haye et ce qui se passe en coulisses pour que ce soit le cours le plus avancé de pointe dans notre domaine, par le choix des thèmes, par le choix des professeurs, et comment ceci reflète l'évolution et l'élargissement de notre domaine. Comment se peut-il qu'une organisation si ancienne, si vénérable, ne soit pas désuète, poussiéreuse ou complètement dépassée par des instances plus contemporaines et plus récentes? Comment l'Académie de La Haye peut-elle toujours être primus inter partes? Alors ce matin, j'espère pouvoir vous expliquer comment l'Académie, et avec elle bien entendu le curatorium, fonctionne de concert pour s'assurer que les cours restent totalement pertinents pour les étudiants et les enseignants.
comment elle supervise le choix des thèmes de droit international au cours des 100 dernières années et je vous expliquerai comment ces choix ont été faits. Et surtout, je vous fournirai des notes de bas de page dans la version écrite de mon cours et qui sont des références qui vous permettront de trouver exactement les conférences qui ont été données au fil des ans sur des thèmes qui vous intéressent tout particulièrement. Et j'espère que ce recueil de thèmes vous servira et vous permettra de gagner beaucoup de temps dans vos recherches. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu que l'Académie a été fort aimable et m'a beaucoup aidé dans mes recherches sur ces notes de bas de page concernant les différents thèmes de ces 100 dernières années susceptibles de vous intéresser. Et tout ceci sera en ligne à votre disposition dès la fin de ce cours. Alors, dans les coulisses ou derrière le droit international, l'Académie de droit international, se trouve le curatorium, comme vous l'a dit, c'est-à-dire une instance constituée de 17 juristes internationaux qui se caractérisent non seulement par le fait qu'ils sont éminents, mais également qui se caractérisent par leur diversité en termes de nationalité, race et parité homme-femme. Et comme vous l'avez entendu, le président est le professeur Yves Daudet, ancien secrétaire général de l'Académie de la Haye, qui a travaillé donc pour l'Académie pendant de nombreuses années et il connaît l'Académie sous toutes ses coutures. Aujourd'hui et depuis 6 ans, le professeur Jean-Marc Touvenin, que vous avez entendu tout à l'heure, est notre secrétaire général. Je mentionnerai également certains membres du curatorium, outre son président. Nous avons le juge Benouna du Maroc, le professeur Katharina Bolvolki d'Allemagne, la professeure Hannah Buxbaum, États-Unis, la juge Hilary Charlesworth d'Australie, le professeur Cordero Moss, Italie, professeur Fernandez Arroyo, Argentine, professeur Maria Teresa Infante Caffi, la juge Infante Caffi, Chili, le professeur Bingbing Jia, Chine, professeur Maurice Kamto, Cameroun, professeur Moïse Mbengue, Sénégal, professeur Momtaz, Iran, professeur Nishitani du Japon, professeur Nico Schreiber des Pays-Bas, professeur Sicilianos, Grèce, le juge Peter Tomka, Slovaquie, et professeur Tullio Treves d'Italie. La plupart de ces personnes, par le passé, ont elles-mêmes assuré des cours à l'Académie de la Haye. Et cet été, vous pourrez entendre le cours général assuré par le membre du curatorium, le professeur Sicilianos, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme et doyen actuel de la faculté de droit de l'Université d'Athènes. Donc vous voyez que les professeurs peuvent devenir juges, les juges peuvent revenir vers leur carrière universitaire, les juges rédigent des articles et des ouvrages alors qu'ils siègent, et entre les membres du curatorium viennent de toutes sortes d'horizons, de pays, de cultures, et ont une connaissance très approfondie de toutes sortes de spécialités du droit international. Et ils connaissent et vont rencontrer les juristes en herbe de droit international de leur propre pays. Et ils reçoivent ainsi toutes sortes de suggestions sur des cours, des thèmes de cours. Et donc, il n'est pas surprenant, pendant ce cours d'été,
qu'on ait choisi 5 hommes et 3 femmes pour vous assurer ces cours très intéressants. Alors ces thèmes, comment sont-ils choisis, ces thèmes de cours? Les cours assurés par l'académie ne sont pas juste des cours. Ce sont des cours de la plus haute qualité et les enseignants invités, qui peuvent être des professeurs, des praticiens ou même des juges, se voient consacrer du temps pour préparer ce magnum opus. Donc, généralement, l'invitation à assurer un cours est envoyée 2 à 3 ans avant la date du cours. Et l'enseignant en question est souvent quelqu'un qui est très occupé dans sa vie universitaire en tant que praticien ou que juge, et donc, en général, trouve le temps qui lui est consacré pour la préparation très court. Le curatorium est très impliqué dans la préparation des cours de l'académie et discute longuement des personnes qui sont souvent des gens avec déjà beaucoup d'expérience ou parfois qui commencent à devenir très expérimentés. Et c'est le curatorium qui invite les enseignants à donner un cours. En général, ça n'est pas le curatorium qui choisit les thèmes des cours. Donc, lorsque vous voyez dans les recueils de cours un regroupement de thèmes sur une même année, c'est en général totalement un hasard. Ce qui se passe, c'est que les enseignants invités sont invités à proposer 3 thèmes potentiels pour son cours et le curatorium choisit parmi ces thèmes. En 1982, j'ai assuré un cours d'1 semaine sur l'appropriation en droit international. Et je dois avouer que je ne me souviens absolument pas quels étaient les 2 autres thèmes que j'avais suggérés, mais en tout cas, je suis heureuse qu'ils n'aient pas été retenus par le curatorium. Alors, bien entendu, un cours général, c'est-à-dire un cours qui dure 3 semaines, est, comme son nom l'indique, un cours général. Le curatorium décide de qui inviter, mais ensuite ne participe pas du tout au choix du thème du cours général. Le problème pour la personne retenue pour ce cours général est qu'il faut trouver des idées intéressantes qui couvriront 3 semaines sans répétition et sans répéter ce qui a déjà été dit dans des cours précédents. Faire participer les juges de la Cour internationale n'est pas seulement intéressant pour les étudiants, mais c'est également ce qui fait que l'Académie reste tout à fait à jour. Et il y a différentes façons de le faire. Un juge peut être invité à présenter une conférence inaugurale au début de la session ou parfois à assurer un cours d'1 semaine, voire un cours général. Et chaque année, un juge est invité à assurer un cours l'après-midi. Ça ne fait pas partie du cours de l'académie puisqu'il est facultatif. Et cette année, dans ce contexte, vous aurez la possibilité d'entendre le juge libanais de la Cour internationale de justice. Ce qui rend ces cours de l'Académie de La Haye tellement intéressants, c'est l'existence du centre de recherche et d'études dirigé par des professeurs de langue française et anglaise et qui apportent un soutien aux étudiants grâce à des séminaires, des discussions, des contacts personnels, des excursions, etc. Et comme on vous l'a dit ce matin, lorsqu'un étudiant souhaite se préparer pour le diplôme, le centre de recherche, les directeurs du centre de recherche l'y aideront. Et cette année, ce sont les professeurs Philippa Webb du King's College London et la professeure Lucie Delaby de l'Université de Picardie Jules Verne qui assureront ce centre de recherche. Alors,
Une partie de la réponse à la question que j'ai posée, à savoir, au bout de 100 ans, comment se fait-il que l'Académie reste tout à fait à jour et pertinente? La réponse se trouve dans l'innovation constante. Les secrétaires généraux successifs, y compris euh, le secrétaire général actuel, plein de vigueur et d'imagination, le professeur Touvenin, ont permis de progresser, notamment pendant la pandémie de Covid. Les cours en présentiel ne pouvaient être assurés. Vous n'imaginez pas le travail qu'il a fallu pour que les cours soient assurés en ligne. Et même avant la pandémie, depuis 2019, on avait déjà introduit les cours d'hiver de l'Académie de La Haye. Et on vous a donné les chiffres impressionnants pour cet été. La plupart des cours d'été regroupent entre 220 et 320 personnes. Et comme vous le savez, les cours sont tous publiés dans le vénérable recueil des cours. Parfois, l'Académie convient avec un enseignant de publier son cours comme ouvrage séparé. Donc, mon cours général de 1991 fut publié séparément sous le titre Problems and Process. Et toutes ces innovations ont été enrichies par récemment les publications de poche dont vous a parlé le professeur Touvenin. Alors j'en arrive à cette question du miroir du droit international, du reflet du droit international. Nous avons vu que derrière les rouages qui se cachent derrière l'Académie de La Haye, les cours, les séminaires, les conférences, tous ces rouages ont fait sa réputation. Maintenant, la question est de savoir si la contribution de l'Académie de La Haye au cours des 100 dernières années reflète totalement le droit international. Il me semble que dans un tel miroir, on s'attendrait à voir les thèmes traditionnels que l'on retrouve dans les principaux ouvrages de droit international, à savoir la nature du droit international, les sources du droit international, les traités, les compétences, l'emploi de la force, la responsabilité des États, le règlement des différends. Mais un miroir du droit international ne se limiterait pas à ces thèmes traditionnels, mais projetterait également les réponses aux grands problèmes contemporains et reflèterait également les événements, les évolutions politiques et juridiques et les évolutions qui vont au-delà de ces grands titres. Et c'est en fait ce que l'on retrouve dans ces cours de l'Académie de La Haye si précieux. Repartons des thèmes traditionnels que l'on trouve dans les grands ouvrages de droit international. Alors, la nature et le concept du droit international sont bien couverts par les cours généraux et par les cours spéciaux. La définition initiale du droit international en tant que droit régissant les relations entre les États a depuis longtemps été reconnue comme nécessitant une expansion, un élargissement du fait de l'existence des organisations internationales. Pour l'instant, il nous suffit de dire que nos enseignants, depuis de nombreuses années, considèrent le droit international comme le droit régissant les États entre eux, ou les États et les organisations internationales, ou le droit régissant les relations entre organisations internationales entre elles. Mais au-delà de cela,
il nous convient de savoir quel est le rôle et les règles, pardon, le rôle de toutes ces relations et quelles sont les règles qui régissent ces relations. Alors que je passais en revue la liste de tous les cours qui ont été assurés au cours des 100 dernières années, j'ai découvert, à mon grand plaisir, que la théorie n'est pas un thème qui a été laissé de côté. En tant que juriste international, vous devez faire face aux questions juridiques les plus contemporaines, mais cela dépend des modèles théoriques de droit international qui doivent être votre cadre de départ. Alors, bien entendu, si comme certains juristes éminents, vous insistez sur le fait que tout ceci n'est pas nécessaire, que tout ce dont on a besoin, c'est d'être pragmatique et d'appliquer les règles en vigueur impartialement pour arriver à la bonne solution, eh bien, que vous le vouliez ou non, vous avez choisi votre propre modèle de théorie juridique. Pragmatisme, trouver la bonne règle, l'appliquer de façon impartiale. Toutes ces notions présupposent que le droit international est un ensemble de règles que l'on peut trouver sans référence au passé, au contexte ou aux résultats souhaités. Pour ceux qui fièrement se revendiquent pragmatiques, le droit international n'a rien à voir avec la promotion de valeurs. Il s'agit de connaître les règles. Mais un autre point de départ rejette cette idée du droit international en tant que règle à appliquer de façon neutre. Le droit international est composé essentiellement de normes qui parfois s'opposent. L'article 2.4 de la Charte des Nations Unies interdit l'emploi de la force contre un État. Or, l'article 51 autorise la force pour la légitime défense. La compétence, c'est-à-dire la compétence sur les personnes et les événements, est essentiellement territoriale. Or, la compétence extraterritoriale est autorisée dans certaines circonstances. Il n'existe pas de règles correctes. Il y a plutôt des choix à faire entre différentes normes applicables, des choix qui dépendent d'une lecture contextuelle des précédents et qui dépendent de la sensibilité des valeurs promues par le droit international. Alors je dirais, est-ce que je suis en train de dire qu'il n'existe pas de règles? Bien entendu, il existe des règles, mais le droit international se compose essentiellement de normes dont l'applicabilité doit être déterminée par le décideur, par celui qui décide. Mais les règles ne permettent pas le débat. Pour l'instant, le Conseil de sécurité est composé de 15 membres. Chaque membre de l'Assemblée générale, quelle que soit sa taille, a le même poids. Tout ceci, ce sont des règles, ce ne sont pas des pratiques, des contextes ou des préférences politiques pour promouvoir un résultat donné. Mais bien entendu, ça n'est qu'une facette. Vous devrez trouver les autres facettes et les autres éléments, notamment par exemple le droit contraignant dont on vous parlera cette semaine. J'en viens maintenant au thème classique ou traditionnel. Alors, les thèmes traditionnels se retrouvent dans les cours de La Haye. Mais ça ne veut pas dire qu'on revisite constamment le même thème, tout simplement parce que ces thèmes évoluent au fil des ans. La question de la compétence, par exemple. Qui est compétent sur quoi et sur qui se retrouve dans notre miroir de l'Académie de La Haye. Mais il est intéressant de comparer ce qui fut dit, par exemple, en 1948 sur ce thème à ce qui fut dit et écrit en 2020 sur ce même thème. Et vous trouverez la référence dans mes notes de bas de page.
En 2020, la question de la compétence extraterritoriale n'était plus une question purement théorique. Elle était devenue une question réelle et concrète. Et si les éléments qui représentent la dorsale de la responsabilité des États en droit est une constante, l'évolution dans ce domaine a été extraordinaire. Et j'espère qu'à l'aide des notes de bas de page que j'ai mentionnées, vous pourrez facilement comparer ce que disaient les cours de l'Académie de la Haye en 1939, en 1955, en 1984. Cette année-là, le cours était assuré par un marxiste d'Allemagne de l'Est et 2018. Et bien entendu, la Commission de droit international a présenté à l'Assemblée générale ces articles très fouillés sur la responsabilité des États et vous pourrez les comparer également à tout ceci. Ces articles ont été publiés par différents rapporteurs au fil des ans et feu James Crawford fut son dernier rapporteur. C'est un travail d'une telle qualité qu'aujourd'hui, on cite ces articles très souvent, même s'ils ne se transformèrent jamais en traités. Mais au niveau formel, il reste un rapport de la Commission de droit international. L'évolution au sein d'un thème donné émane souvent de différentes sources. Par exemple, James Crawford a interrompu les travaux de la CDI sur les assurances et les garanties de non-répétition dans l'attente d'une décision de la Cour dans l'affaire Lagrande. Après l'arrêt de la Cour en 2001, la CDI repris ses travaux sur les articles sur ce thème. Les traités, le droit international et les traités est un autre exemple de domaine traditionnel que l'on retrouve dans tous les ouvrages, mais dont le contenu a beaucoup évolué dans le temps. Le droit des traités de 1969 a grandement influencé les évolutions dans ce domaine. Et les cours assurés par les personnes invitées par l'Académie à présenter ce thème peuvent être décrits comme un miroir reflétant ces évolutions. La Convention de 69 aujourd'hui est considérée comme reflétant le droit coutumier international et son applicabilité n'est pas limitée aux parties à cette convention, ce qui a été réaffirmé par la Cour internationale de justice à plusieurs reprises. La pratique d'élaboration de traités des organisations internationales, avec toutes les implications que cela a en termes de réserve, etc., se reflète dans les thèmes choisis pour les cours de la Haye. L'éventail de ces thèmes reflète l'évolution dans ce domaine des traités. Et depuis les années 30, nous avons vu que les thèmes choisis par certains des grands noms dans notre domaine reflètent l'évolution internationale. Travaux préparatoires et interprétation des traités, système et fonction des traités internationaux, effet de la guerre sur les traités, l'extension et la suspension des traités, l'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne, changements fondamentaux de circonstances, autant de thèmes, et ce dernier thème ayant été au cœur de l'affaire Gabčíkovo-Nagy-Maros. Et j'espère que les références en bas de page vous seront utiles à cet égard concernant le droit des traités. Et pour l'emploi de la force, la plupart des commentateurs qui connaissent peu notre domaine pensent que
ce domaine tourne autour de l'emploi de la force. Les violences internationales regrettables, d'ailleurs, semblent confirmer pour ces personnes l'inefficacité du droit international. Or, ceux qui étudient le droit international connaissent au contraire l'étendue de sa portée. Alors, de toute évidence, l'emploi de la force doit rester dans les ouvrages de droit international, mais il me semble que la réalité de ce thème dans le spectre du droit des nations se retrouve lui aussi dans le miroir de l'Académie de la Haye, sous toutes ses facettes. Et ce thème apparaît de temps en temps dans les cours, mais ne domine pas les thèmes abordés à l'Académie de la Haye. C'est un domaine très vaste, avec toutes sortes de questions qui restent sans réponse. Et d'autres questions juridiques ont émané récemment, notamment du fait de ce qui s'est dit dans différents arrêts internationaux récents. On peut notamment se demander est-ce que l'article 51 est une exception, une dérogation à l'article 2.4 ou bien est-ce un droit égal et réservé? Nous mettrons-nous jamais d'accord sur la portée et la signification de la légitime défense par anticipation? Comprenons-nous aujourd'hui ce qu'est l'intervention humanitaire? Les autorités régnantes sur un territoire occupé peuvent-elles employer la force contre la puissance occupée? Et ce faisant, lui est-il interdit d'employer la force contre les civils? Et ce qui me vient à l'esprit du fait de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, mais sur laquelle je n'ai rien entendu jusqu'à présent par les gouvernements ou les universitaires. La notion de légitime défense collective au titre de la charte est-elle disparue, complètement supplantée par l'article 5 du traité de l'OTAN? Il existe toutes sortes d'autres questions à ce titre qui pourraient faire l'objet d'un cours à la Haye. Le droit de la mer est un autre exemple de thème qui est devenu une composante essentielle du droit international depuis Grotius et avant, mais qui s'est développé de façon considérable depuis les années 50, tant et si bien que ce thème continue de susciter l'intérêt des universitaires et des praticiens. Nous savons tous que les Nations unies ont tenu leur première conférence sur ce thème qui a donné lieu à 4 traités conclus en 1958 qui sont entrés en vigueur à différentes dates dans les années 60. Parmi ces traités, vous avez la Convention sur le plateau continental qui confirme la proclamation de 1945 du président Truman concernant le statut des droits du plateau sur le plateau continental par les États côtiers. Les Nations unies ont également conclu la Convention sur les eaux territoriales et les zones continues et la Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes en haute mer. Les négociations pour ces textes ont nécessité énormément d'efforts et de temps et ont été considérées comme des réussites. Mais inévitablement, un certain nombre de questions n'ont pas été couvertes, y compris la question critique de la largeur des eaux territoriales. Une deuxième conférence des Nations unies n'a pas réussi à résoudre ces questions. Mais on peut rendre hommage à Malte qui a vraiment mis la pression pour tenter de résoudre ces questions. Et de 73 à 82, la conférence UNCLOS 3 a négocié ces questions sur une base consensuelle. Et ce n'est pas une exagération que de saluer la réussite de ce qu'ont fait les nations pendant cette période, du fait des efforts et des dépenses impliquées
Alors que la situation politique mondiale est divisée aujourd'hui, je crois que de tels efforts pour préciser le droit n'aura plus lieu. Ce thème du droit de la mer est tellement vaste et intéressant qu'il n'est pas surprenant que de nombreux litiges contentieux et écrits sur le droit de la mer euh, se soient multipliés. La plupart des dispositions juridiques sur le droit de la mer sont considérées aujourd'hui comme faisant partie du droit coutumier international, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises par la Cour internationale de justice. De plus, les États qui n'ont pas ratifié la Convention ont souvent agi et introduit des législations reflétant les dispositions de la Convention. Et en 1996, le tribunal du droit de la mer, le TIDM, fut inauguré et les enseignants devant l'Académie de La Haye ont apporté leur contribution à ces développements, à ces évolutions. La Cour internationale de justice a eu l'occasion de refléter ces évolutions dans ses arrêts, mais surtout, elle a elle-même développé une facette du droit maritime, à savoir la délimitation des eaux territoriales entre États voisins. Très tôt, la Cour de justice a rappelé que la méthodologie qu'elle allait choisir devait refléter l'objectif d'atteindre un résultat équitable. Mais dans des affaires suivantes, la Cour s'est écartée de cette méthodologie quelque peu subjective pour adopter une méthodologie en 3 étapes plus objective. Et dans les affaires les plus récentes, elle a tenté de la quadrature du cercle, de résoudre la quadrature du cercle en décrivant les méthodes objectives pour atteindre des résultats objectifs. Et cette méthodologie est bien décrite dans l'affaire Roumanie contre Ukraine, délimitation maritime en mer Noire, affaire de 2009. Puis-je dire quelques mots sur cette question des grands développements ou évolutions? Parfois, ce sont les événements eux-mêmes qui inspirent les thèmes retenus pour les cours de l'Académie de La Haye. Donc, il n'est pas surprenant que nous retrouvions le pacte de Paris de 2028, les accords de Bretton Woods, la Convention de Genève de 1949, ce qui devint l'Union européenne, la Convention de Vienne de 69 sur le droit des traités et l'acte final de Helsinki et la Convention de 82 sur le droit de la mer sont autant de thèmes que l'on retrouve. Il s'agit de tournants en droit international et politique, et leur importance se retrouve dans les travaux de l'Académie de La Haye. Et certains de ces cours ont été réellement magistraux. Donc, comme on le constate, le droit international est un domaine extrêmement diversifié, comprenant des thèmes très traditionnels qui ont évolué dans le temps et des thèmes totalement nouveaux. Et notamment 2 thèmes qui sont le plus souvent repris par les enseignants de l'Académie de La Haye. Et chacun de ces thèmes reflète de grandes évolutions depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le premier de ces thèmes est les cours et tribunaux internationaux et le deuxième thème est celui des organisations internationales. En 1945, la nouvelle Cour internationale de justice, qui a succédé à la Cour permanente internationale de justice,
était la seule cour internationale. Très rapidement, d'autres cours spécialisées régionales dans le domaine des droits de l'homme a rejoint la CIJ, notamment la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Les Nations unies ont également signé un certain nombre de traités multilatéraux sur les droits de l'homme, notamment ceux concernant le pacte des droits civiques et politiques, qui jouent, pour lesquels les instances de supervision jouent un rôle quasi judiciaire. Et puis apparurent un foisonnement de cours et tribunaux internationaux ad hoc. Et je me souviens, lorsque j'étais professeur, qu'il était très difficile de demander à un étudiant de rédiger quoi que ce soit qui ne soit pas du droit international pénal. En 1998, les statuts de la Cour pénale internationale furent signés, adoptés et entrés en vigueur en 2002, ce qui a mené à un certain nombre de questions compliquées, délicates au niveau politique et juridique. Donc, vous aurez des cours par de grands noms dans un domaine en pleine expansion du droit international, en pleine expansion du fait de la structure et des travaux, mais également du fait de la multitude de questions juridiques qui se posent. C'est un privilège de pouvoir lire Jenks, Philip Jessup, Oscar Charter et tant d'autres qui ont écrit sur les problèmes qui vous attendent alors que vous entrez dans ce domaine très riche du droit international. Les immunités des organisations internationales, la coordination, le règlement des différends, l'activité législative, les secrétariats, tout ceci, vous le retrouvez dans les cours de La Haye. L'explosion des cours et tribunaux internationaux au cours des 50 dernières années s'est accompagnée d'une explosion parallèle du droit international dans ce domaine, et les cours de l'Académie de La Haye reflètent cette évolution et en fait partie, car un grand nombre d'enseignants ont participé d'une façon ou d'une autre à cette explosion judiciaire. La CIJ, la seule cour internationale en 1945, et avec une juridiction universelle, quelques années plus tard, fut rejointe par des cours régionales portant sur les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine au titre de la Convention américaine, la Cour africaine au titre de la Charte africaine, autant de cours qui ont une compétence très spécifique. Et au cours des 25 dernières années, nous avons vu également l'émergence des tribunaux ad hoc sur des thèmes spécifiques et des compétences territoriales et temporelles qui visaient toujours à la clôture à la fin de leurs travaux. Lorsque le TPY et le TPIR furent établis en 93 et 94, respectivement par le Conseil de sécurité, il y eut une politique juridique concernant la compétence du Conseil de sécurité à agir ainsi au titre de la Charte. Or, aujourd'hui, leurs travaux sont quasiment terminés et un grand nombre d'arrêts ont été rendus par ces deux tribunaux. Au fur et à mesure que les travaux judiciaires se développent, de plus en plus de questions juridiques sont soumises aux juges qui ont la responsabilité de développer, d'élaborer le droit pénal international. En 2002, le statut de la Cour pénale internationale est entré en vigueur. Il s'agit d'une institution
qui ne relèvent pas des Nations Unies, mais qui travaillent en collaboration avec les Nations Unies. Nous avons vu également d'autres cours et tribunaux voir le jour, tels que la Cour spéciale du Sierra Leone, les chambres extraordinaires du Cambodge, les chambres spéciales du Kosovo, le tribunal spécial pour le Liban, etc. Et de nombreux écrits ont été publiés sur ces cours et tribunaux, et la plupart des évolutions se sont ou ont été reflétées ou ont été présentées par divers enseignants lors de leurs cours à l'Académie de La Haye. Et bien entendu, les thèmes liés à ces cours et tribunaux sont sans fin. Et ce sont de nouveaux thèmes, avec des thèmes tels que la science et la technologie, et des thèmes qui ne relèvent pas des thèmes traditionnels, mais aujourd'hui qui sont nouveaux, tels que le droit de l'espace, le droit à l'air, etc. Vous trouverez assez peu de cours sur ces nouveaux thèmes. Donc, en conclusion, j'ai tenté de vous expliquer la qualité des cours de l'Académie de La Haye et comment ces cours ont reflété le droit international sous tous ses horizons. Mais dans certains domaines, on ne peut pas dire que l'Académie de La Haye reflète le droit international. Certains thèmes très importants ont émergé grâce à des décisions au titre des Nations Unies, d'autres au titre de décisions à avis de la Cour internationale de justice et d'autres cours, mais toutes ces décisions n'ont pas forcément attiré l'attention des enseignants de l'Académie de La Haye. Lors de mon inventaire des cours des 100 dernières années, j'étais surprise que l'autodétermination et le maintien de la paix aient été assez négligés. Or, ce sont des thèmes qui revêtent une importance cruciale. Donc, je vous souhaite la bienvenue ici. Je vous encourage à lire des ouvrages, des arrêts, toutes sortes d'écrits provenant de toutes sortes de sources différentes. Ça a été un honneur énorme pour moi que de vous faire cette conférence inaugurale et je vous souhaite 3 semaines très fructueuses et merveilleuses.